Vos médecins ne vous le diront probablement pas. Non pas qu'ils l'ignorent, mais parce qu'il n'y a pas de consultation dédiée, de prescription spécifique ou de suivi prévu pour cela. Les habitudes que nous considérons comme anodines, voire parfois bénéfiques pour la santé, sont en réalité en train de miner votre corps de l'intérieur, de manière certaine et continue à cet instant même. Ce processus n'est ni dramatique ni rapide, il est silencieux. Le foie accumule de la graisse de manière invisible. Vos artères se rigidifient d'une manière indétectable par un tensiomètre classique. À cause d'une seule habitude que vous adoptez presque systématiquement avant le petit déjeuner, votre cerveau réduit chaque matin la production de neurotransmetteurs essentiels. Dans cet exposé détaillé, je vous présenterai 11 de ces habitudes. Il ne s'agit pas de conseils vagues comme « buvez beaucoup d'eau » ou « dormez suffisamment ». Nous allons explorer les mécanismes biologiques concrets expliquant comment chaque habitude affecte des organes, des tissus et des systèmes corporels spécifiques et pourquoi ces dommages progressent de manière si insidieuse. Certaines de ces révélations vous surprendront sans aucun doute. Je peux même affirmer qu'au moins 2 d'entre elles sont des pratiques que vous considérez actuellement comme bénéfiques. Commençons sans plus attendre. Habitude 9. Manger dans les 30 minutes suivant le réveil. La première habitude peut sembler aller à l'encontre du bon sens, et c'est précisément là le point crucial. Beaucoup de Français pensent que prendre le petit déjeuner immédiatement après le réveil est un choix responsable et sain. On nous l'a enseigné dès l'enfance. Il ne faut pas sauter le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Cependant, voici ce qui se passe réellement dans votre corps lorsque vous agissez ainsi. Au réveil, le cortisol, une hormone, atteint naturellement son pic. C'est ce que l'on appelle la réponse d'éveil au cortisol. Ce pic est atteint environ 30 à 45 minutes après l'ouverture des yeux. À ce moment-là, le rôle du cortisol n'est pas de provoquer du stress, mais de mobiliser de l'énergie. Votre corps libère déjà du glucose-sucre dans la circulation sanguine à partir des réserves de glycogène en préparation des activités de la journée. C'est un mécanisme inhérent à votre organisme. Si vous ajoutez un repas à cet état, surtout si vous consommez des glucides, vous superposez une deuxième augmentation de la glycémie à celle que votre corps a déjà initiée. Le pancréas doit alors sécréter de l'insuline de manière abrupte pour gérer ces 2 élévations. Une étude publiée dans le Journal de la nutrition a montré que le moment de la prise alimentaire par rapport au pic de cortisol influence considérablement la réponse glycémique postprandiale. En d'autres termes, le même petit déjeuner aura un impact différent sur votre glycémie selon le moment où vous le consommez par rapport à votre pic de cortisol. Imaginez répéter cela tous les jours pendant des années. Votre sensibilité à l'insuline diminuera progressivement. Cela ne se dégradera pas du jour au lendemain, ni de manière spectaculaire, mais silencieusement. C'est le genre de silence qui, 15 ans plus tard, se manifeste soudainement sous la forme d'un pré-diabète, surprenant tout le monde. D'un point de vue scientifique, il est recommandé d'attendre 90 minutes à 2 heures après le réveil avant de prendre le premier repas. Laissez le pic de cortisol jouer son rôle sans interférence. La régulation de la glycémie par le foie, la réponse à l'insuline et la stabilité énergétique matinale sont toutes améliorées en permettant d'abord à ces processus biologiques de fonctionner naturellement. Habitude neuro. La respiration buccale, surtout pendant le sommeil, c'est une habitude dont personne ne perçoit les dommages, car ses effets se manifestent dans des parties du corps que vous n'imagineriez pas. Votre nez ne sert pas seulement à sentir les odeurs, c'est un système biologique de traitement de l'air. Il filtre les microparticules de l'air, réchauffe l'air inspiré à une température proche de celle du corps avant qu'il n'atteigne les poumons, l'humidifie et, surtout, produit de l'oxyde nitrique.
Cette molécule dilate les vaisseaux sanguins que les poumons utilisent pour améliorer le transfert d'oxygène vers le sang. Votre bouche ne fait rien de tout cela. Lorsque vous respirez par la bouche, l'air froid, sec et non filtré frappe directement les voies respiratoires et la production d'oxyde nitrique est perdue. Cela signifie que votre saturation en oxygène dans le sang est inférieure à ce qu'elle devrait être, entraînant une légère hypoxie chronique des tissus, des organes et du cerveau. Une étude de l'Institut Karolinska en Suède a montré que la respiration nasale augmente la concentration d'oxyde nitrique dans le sang jusqu'à 15 fois plus que la respiration buccale. Ce n'est pas une mince différence. Les effets négatifs s'accumulent rapidement. La respiration buccale chronique est associée à une augmentation du cortisol et à une perturbation de l'architecture du sommeil, c'est, à dire, une réduction du temps de sommeil profond et réparateur. De plus, elle entraîne une augmentation de la tension artérielle et, chez les enfants, des modifications mesurables du développement crânien et facial. Chez l'adulte, la réduction de la production de salive accélère les caries dentaires et la récession gingivale. La solution est étonnamment simple. La respiration nasale pendant la journée est principalement une question de conscience, et les habitudes peuvent être rééduquées. La nuit, de nombreuses personnes utilisent du mousse tape, un petit ruban adhésif que l'on place sur les lèvres pendant le sommeil. Cela peut sembler extrême, mais les résultats de la recherche sur la qualité du sommeil sont étonnamment puissants. Habitude NUMI 3. Rester assis plus de 6 heures par jour. Cela affecte le système cardiovasculaire et commence dès l'instant où vous vous asseyez sur une chaise. Ce n'est pas parce que vous ne faites pas d'exercice. C'est la partie contre-intuitive. Une étude publiée en 2011 dans l'Archives of Medicine, ayant suivi plus de 7000 personnes, a révélé que le temps total passé assis chaque jour était un prédicteur de mortalité indépendamment des habitudes d'exercice. Cela signifie que même les personnes qui font régulièrement de l'exercice ont un risque cardiovasculaire significativement plus élevé si elles restent assises pendant de longues périodes consécutives. L'exercice ne parvient pas à compenser cela. Le mécanisme se trouve dans l'endothélium, la couche qui tapisse l'intérieur des vaisseaux sanguins. Lorsque l'on reste assis longtemps, le flux sanguin dans le bas du corps ralentit considérablement. Dans l'artère fémorale, le gros vaisseau sanguin qui traverse la cuisse, la force mécanique exercée par le flux sanguin sur la paroi du vaisseau, appelé stress de cisaillement, diminue. Ce stress de cisaillement est précisément ce qui maintient l'endothélium en bonne santé et provoque la libération d'oxyde nitrique. Tiens, encore cette molécule, elle agit pour dilater les vaisseaux, les maintenir souples et prévenir la formation de plaques. Si le stress de cisaillement reste faible pendant 2 heures à cause de la position assise prolongée, la fonction endothéliale diminue de manière mesurable pendant cette période. Les vaisseaux sanguins des jambes deviennent plus rigides. C'est le même processus qui augmente le risque de thrombose chez les passagers des avions. Une version plus douce de ce phénomène se produit à votre bureau. La solution n'est pas un exercice prolongé, mais l'interruption. Des recherches montrent que briser la période assise toutes les 30 minutes et faire une légère marche de 2 minutes permet de récupérer la majeure partie de la perte de fonction endothéliale. Votre système vasculaire réagit en temps réel au signal de mouvement. Veuillez lui envoyer ce signal. Habitude neugrâtre. Consultez des actualités négatives ou les réseaux sociaux juste avant de dormir. Cette habitude est l'angle mort de nombreuses personnes, car elle se cache sous le prétexte de la gestion du stress. Lorsque vous faites cela, 2 problèmes distincts se produisent, et la plupart des gens ne connaissent que l'un d'entre eux. La lumière bleue des écrans inhibe les cellules ganglionnaires rétiniennes qui signalent à l'horloge maîtresse du cerveau, le noyau suprachiasmatique, qu'il fait nuit et supprime la production de mélatonine. Cela retarde l'endormissement.
Vous le saviez, n'est-ce pas? L'autre problème, dont personne ne parle, est le contenu lui-même. C'est en fait potentiellement plus grave. L'amygdale, le centre de détection des menaces du cerveau, ne fait pas la distinction entre une menace physique réelle et une menace émotionnellement stimulante sur un écran. Les actualités, les conflits, la colère, le contenu anxiogène, l'amygdale traite tout cela comme une menace réelle et imminente. Le cortisol augmente, la noradrénaline augmente. Le système nerveux, qui devrait activer le système parasympathique pour se préparer au repos, active plutôt le système sympathique, basculant en mode combat ou fuite juste avant d'entrer en phase de récupération. Des recherches de l'Université de Californie ont clairement montré que l'utilisation des médias sociaux tard dans la nuit est associée à une augmentation du cortisol le lendemain et à une détérioration de la qualité du sommeil profond, le sommeil paradoxal. C'est pendant cette phase de sommeil profond et réparateur que le cerveau consolide les souvenirs et que le corps exécute des programmes de réparation cellulaire, y compris l'autophagie. Entre 22 et 2 du matin, la sécrétion d'hormones de croissance atteint son pic. L'hormone de croissance favorise la réparation des tissus, le métabolisme des graisses et la fonction immunitaire. La perturbation du sommeil fait s'effondrer toute cette séquence. Arrêter son téléphone 30 minutes avant de dormir n'est pas seulement pour la mélatonine, c'est pour mettre l'amygdale hors ligne. Le système nerveux a besoin d'une période de décélération. La lumière bleue est un problème, mais le contenu anxiogène l'est aussi. Il faut couper les deux. Habitude Nogré, consommer des aliments ultra transformés plus de 3 fois par semaine. La 5e habitude concerne l'intestin. La recherche dans ce domaine est si nouvelle que de nombreux professionnels de la santé n'ont pas encore mis à jour leurs recommandations. Les aliments ultra transformés ne sont pas seulement de la malbouffe. C'est là que le malentendu est fréquent. Le système de classification NOVA, utilisé par les chercheurs du monde entier, définit les aliments ultra transformés comme des produits contenant des ingrédients que l'on ne trouverait pas dans une cuisine domestique. Émulsifiants, arômes artificiels, amidon modifié, sirop de glucose-fructose, sirop de maïs à haute teneur en fructose, etc. Cela inclut les barres protéinées présentées comme saines, les yaourts aux fruits, de nombreuses céréales et une grande partie des produits sans gluten. Une méta-analyse publiée en 2023 dans le British Medical Journal, ayant analysé plus de 10 millions de personnes, a révélé qu'une consommation élevée d'aliments ultra transformés augmentait de 50% le risque de mortalité due aux maladies cardiovasculaires. De plus, elle augmente le risque d'anxiété et de dépression de 40 à 53%, et le risque de diabète de type 2 de 12%. Pour chaque augmentation de 10% de la consommation d'aliments ultra transformés par jour, le taux de mortalité, toutes causes confondues, augmente d'environ 3%. Cependant, le mécanisme qui inquiète le plus les chercheurs est la perturbation du microbiote intestinal. Votre intestin contient environ 38 trillions de cellules microbiennes. Elles produisent des neurotransmetteurs. Environ 90% de la sérotonine du corps est produite dans l'intestin. Elle régule la fonction immunitaire et métabolise certains composants alimentaires en molécules actives dont le corps dépend. 2 des émulsifiants les plus couramment utilisés dans les aliments transformés, le polysorbate 80 et la carboxyméthylcellulose, ont été montrés dans plusieurs études comme endommageant la couche de mucus intestinal. Cette couche de mucus est la première ligne de défense de l'intestin. Lorsqu'elle se dégrade, des bactéries qui ne devraient normalement pas toucher la paroi intestinale commencent à le faire. Il en résulte une inflammation de faible grade dans tout le corps, et cette inflammation laisse sa marque sur tout, y compris le risque de maladies cardiovasculaires, la résistance à l'insuline et le risque de maladies neurodégénératives. Le seuil identifié par la recherche est de consommer des aliments ultra transformés
plus de 3 fois par semaine. C'est à partir de ce point que des perturbations mesurables du microbiome commencent à apparaître. Non pas 3 fois par jour, mais 3 fois par semaine. Habitude nœud 6. Prendre le repas le plus copieux de la journée tard le soir. L'habitude de nœud numéro 6 est souvent associée par beaucoup à la prise de poids plutôt qu'au dommage aux organes, mais l'organe endommagé n'est pas celui que vous imaginez. Le foie a une horloge interne. La plupart des organes en ont une, mais l'horloge du foie est particulièrement sensible au moment des repas. Pendant la journée, le foie est optimisé pour les processus métaboliques. Décomposition des graisses, élimination des toxines, gestion de la glycémie. Cependant, la nuit, pour beaucoup de Français après 20 environ, ils changent de mode. Ils commencent à privilégier l'accumulation de graisse et le réapprovisionnement en glycogène plutôt que l'activité métabolique. Prendre un repas copieux, surtout riche en glucides raffinés et en graisse, tard le soir, impose une énorme charge métabolique à un foie qui est déjà passé en mode de stockage. En conséquence, une proportion disproportionnée des aliments est convertie en graisse et stockée dans le foie lui-même. C'est le début de la stéatose hépatique non alcoolique, même chez les personnes qui ne boivent pas trop. Ce n'est pas l'alcool, mais des repas tardifs et réguliers qui en sont la cause. Des recherches de l'Institut Salk ont montré que des souris nourries pendant une fenêtre de 8 heures présentaient peu de perturbations métaboliques. En revanche, des souris génétiquement identiques qui consommaient les mêmes calories sur une période de 6 heures développaient une stéatose hépatique, un cholestérol élevé et un pré-diabète. La nourriture était exactement la même, seul le timing différait. Des études chez l'homme ont également montré que, même avec un apport calorique total identique, les repas tardifs sont un prédicteur indépendant de l'accumulation de graisse viscérale. Le moment où les calories sont consommées affecte le foie d'une manière qui n'est pas saisie par le calcul de l'IMC. La stéatose hépatique est asymptomatique à ses débuts. Elle ne cause ni douleur ni sensation. Elle est généralement détectée pour la première fois lors d'un examen par imagerie après des années de dommages accumulés. Essayez de terminer vos repas au moins 3 heures avant de dormir. Laissez le foie passer en mode veille avant d'éteindre les lumières. Habitude numéro 7. La déshydratation chronique légère. La 7e habitude concerne le cœur et porte sur quelque chose que personne ne remarque avant qu'il ne soit trop tard. Beaucoup de Français ne sont pas gravement déshydratés, mais chroniquement légèrement déshydratés. Et cette distinction est importante, car une déshydratation légère, au niveau que la plupart des gens subissent, n'entraîne pas de symptômes évidents. Pas de soif intense, pas de maux de tête, juste un sang légèrement plus concentré et une viscosité plasmatique un peu plus élevée, et une légère augmentation du rythme cardiaque au repos, car le cœur doit travailler plus fort pour pomper ce sang plus épais à travers les vaisseaux. Une étude publiée dans le journal de l'American College of Cardiology a révélé que les adultes ayant un apport hydrique quotidien plus élevé présentaient un taux significativement plus faible de maladies cardiovasculaires sur une période de suivi de 25 ans. Les personnes dont l'osmolalité sérique, un indicateur de déshydratation chronique, dépassait 142 mEq par litre, avaient un risque 60% plus élevé de développer une insuffisance cardiaque. Vos reins filtrent l'intégralité de votre sang environ 40 fois par jour. Même une légère déshydratation entraîne une concentration du sang, obligeant les reins à utiliser plus d'énergie. Et cela impose un stress mécanique aux néphrons, les unités de filtration à l'intérieur de chaque rein. Vous avez environ 1 million de néphrons dans chaque rein, et ils ne se régénèrent pas. Une fois endommagés, c'est permanent. La fonction cognitive est également particulièrement sensible à l'état d'hydratation. Des recherches du King's College de Londres ont montré qu'une perte de seulement 1 à 2% de la masse corporelle en eau, bien avant de ressentir la soif,
diminuait de manière mesurable l'attention, la mémoire de travail et la vitesse psychomotrice. Le cerveau est composé à 73% d'eau. Même une légère déshydratation provoque l'activation des neurones dans un environnement ionique légèrement concentré. Le problème est que la soif est un signe tardif. Au moment où vous avez soif, vous avez déjà perdu 1 à 2% d'eau. La solution n'est pas compliquée, mais elle nécessite une action consciente. Buvez de l'eau avant le café. Gardez toujours une boisson visible près de vous pendant la journée. Une urine de couleur foncée est un signe concret et réel que la concentration de vos reins est trop élevée. Habitude Neugra 8. Boire du café dans les 90 minutes suivant le réveil. C'est l'habitude dont j'ai parlé au début, celle que vous faites probablement en pensant que c'est une bonne chose. Elle est liée à votre routine matinale. Il ne s'agit pas de savoir si la caféine est mauvaise pour vous, mais plutôt du moment où vous la consommez. L'adénosine est un sous-produit de l'activité neuronale. Chaque fois que les neurones s'activent, l'adénosine s'accumule, et lorsqu'elle s'accumule suffisamment et se lie au récepteur d'adénosine, vous ressentez de la somnolence. Le sommeil élimine l'adénosine. C'est le mécanisme simple. La caféine n'élimine pas l'adénosine. Elle agit en bloquant les récepteurs d'adénosine. Que se passe-t-il si vous buvez du café dès le réveil ? À ce moment-là, votre adénosine est à son niveau le plus bas de la journée. Elle vient d'être éliminée pendant le sommeil. Pendant ce temps, le cortisol est à son pic naturel du matin, jouant son rôle de mobilisation d'énergie. Vous ajoutez de la caféine à un système qui est déjà le plus alerte. Qu'est-ce qui se passe réellement ? Pendant que la caféine occupe les récepteurs, l'adénosine continue de s'accumuler en arrière-plan. Et lorsque les effets de la caféine disparaissent, 4 à 6 heures plus tard, une grande quantité d'adénosine accumulée se précipite vers les récepteurs désormais vacants. C'est la cause de cette somnolence intense ou de cette léthargie de l'après-midi. Ce n'est pas un manque de caféine, c'est un rebond d'adénosine. Le docteur Andrew Huberman, neuroscientifique, recommande d'attendre 90 à 120 minutes après le réveil avant de consommer de la caféine. C'est après que le pic de cortisol a naturellement commencé à redescendre. Le résultat est un effet plus durable et plus stable, car la caféine occupe les récepteurs au moment où l'adénosine commence à s'accumuler plutôt qu'au moment où elle est minimale. La léthargie de l'après-midi est considérablement réduite et la vigilance globale tout au long de la journée est améliorée. C'est aussi pourquoi la qualité du sommeil des personnes qui commencent à boire du café plus tard dans la journée est détériorée. La demi-vie de la caféine est de 5 à 7 heures. Cela signifie que la moitié de la caféine du café que vous avez bu à 14 est encore dans votre corps à 19. Et elle continue de supprimer les signaux de somnolence nécessaires pour entrer dans une architecture de sommeil appropriée. Habitude Neugraine. L'isolement social chronique, c'est adire le sentiment de solitude. La 9e habitude concerne le système immunitaire, et un fait peut discuter sur la façon dont les comportements quotidiens compromettent l'immunité. La solitude n'est pas seulement un sentiment, c'est un état biologique avec des conséquences physiques mesurables. Une étude de l'université Brigham Young, analysant 148 études portant sur plus de 300 000 personnes, a révélé que les personnes ayant des liens sociaux solides avaient une probabilité de survie 50% plus élevée que celles qui avaient des liens faibles. L'ampleur de cet effet est comparable à celle de l'arrêt du tabac et dépasse celle de l'obésité, du manque d'exercice et de la consommation excessive d'alcool. Le mécanisme est l'inflammation. Des chercheurs de l'UCLA ont découvert que la solitude crée une signature génomique spécifique. Elle augmente l'expression des gènes qui favorisent l'inflammation et diminue l'expression des gènes antiviraux. Vos globules blancs interprètent littéralement la solitude comme un signal de se préparer à une menace bactérienne, comme une blessure, plutôt qu'à un virus. Les personnes solitaires
réagissent moins bien aux infections virales. Ce n'est pas une métaphore, c'est un fait de la science génomique. Ces effets en cascade s'étendent à tous les systèmes. Les personnes socialement isolées présentent une augmentation chronique de l'IL-6, une cytokine pro-inflammatoire importante. Des niveaux chroniquement élevés d'IL-6 sont l'un des prédicteurs les plus puissants de maladies cardiovasculaires, de dépression, de déclin cognitif et de progression du cancer dans la littérature médicale. La solitude chronique est également associée à une augmentation du cortisol, à une perturbation de l'architecture du sommeil, spécifiquement une réduction du sommeil paradoxal. De plus, elle accélère le vieillissement biologique, mesuré par la longueur des télomères. Le cerveau éprouve le rejet social par les mêmes circuits neuronaux qui traitent la douleur physique, à savoir le cortex cingulaire antérieur dorsal et le cortex préfrontal. Dans le système nerveux, la douleur sociale et la douleur physique ne sont pas des catégories différentes. Elles partagent la même infrastructure. Le seuil que la recherche indique n'est pas une intimité profonde, c'est ce que l'on appelle des connexions sociales fonctionnelles. Des interactions significatives, quelques fois par semaine, avec des personnes que vous connaissez. Ce n'est pas la taille du réseau qui compte, mais la qualité et la fréquence. Habitude numéro 10. Éviter la lumière du soleil. L'habitude no brodi, c'est quelque chose qui choque sincèrement beaucoup de gens par l'ampleur des dommages qu'elle cause, car elle est perçue comme un comportement responsable. La peur du cancer de la peau a créé une génération qui évite presque entièrement le soleil. Et le résultat est une épidémie de carence en vitamine D qui est silencieusement liée à presque toutes les maladies chroniques majeures dans la littérature médicale. La vitamine D n'est pas une vitamine au sens traditionnel du terme. C'est le précurseur d'une hormone stéroïde. Elle est synthétisée dans la peau lorsque les ondes UVB du soleil frappent le cholestérol des cellules cutanées, déclenchant une cascade de réactions de synthèse. Cette réaction nécessite une exposition réelle au soleil, pas à travers une fenêtre ou un écran solaire. Vous devez exposer votre peau directement au soleil. Les données sur la carence en vitamine D sont vraiment préoccupantes. Environ 42% des adultes sont carencés et ce chiffre dépasse 60% chez les personnes ayant des niveaux de mélanine plus élevés qui ont besoin de plus de temps d'exposition au soleil pour la même synthèse. Les récepteurs de la vitamine D sont présents dans pratiquement tous les tissus du corps humain, cerveau, cœur, cellules immunitaires, pancréas, os, etc. Sa carence est indépendamment associée à une augmentation du taux de mortalité, toutes causes confondues, et à un risque accru de cancer tels que le cancer colorectal, du sein et de la prostate. Elle est également associée à un dysfonctionnement immunitaire, à la dépression, à la résistance à l'insuline, à l'hypertension et aux maladies auto-immunes. Une méta-analyse analysant 73 essais a révélé que la supplémentation en vitamine D réduisait significativement la mortalité due au cancer et aux maladies cardiovasculaires. Cependant, la lumière du soleil ne fait pas que stimuler la synthèse de la vitamine D. L'exposition au soleil le matin, en particulier dans l'heure suivant le réveil, réinitialise votre horloge interne via les cellules mélanopsines de la rétine. Cela a des effets en cascade sur le timing du cortisol, la sécrétion nocturne de mélatonine, la qualité du sommeil et l'humeur. Les particules de lumière qui atteignent votre rétine le matin ont une signification biologique différente de la lumière de l'après-midi. Le corps utilise des spectres et des angles spécifiques de la lumière matinale comme signaux de synchronisation. Pour maintenir des niveaux adéquats de vitamine D, il suffit de 10 à 20 minutes d'exposition de la peau au soleil quelques jours par semaine pendant la journée. Le point crucial est pendant la journée. Les rayons UVB ne sont présents en quantité significative que lorsque le soleil est à plus de 45 degrés au-dessus de l'horizon. La lumière du soleil du matin
est un signal pour l'horloge interne, mais elle ne stimule pas la synthèse de la vitamine D. Les deux sont importants, et les deux nécessitent de sortir réellement à l'extérieur. Habitude Nemes 11. Ne jamais se rétablir intentionnellement du stress. La 11e habitude accélère les effets néfastes de toutes les autres habitudes et fonctionne presque entièrement à un niveau inconscient. Le problème n'est pas le stress lui-même. Le problème est de ne pas prendre le temps de se rétablir intentionnellement. Le système nerveux autonome a deux modes. Le système sympathique, qui est l'accélérateur, et le système parasympathique, qui est le frein. La vie moderne fonctionne presque entièrement en mode sympathique. Les notifications d'email, les embouteillages, les délais, les pressions financières, l'anxiété constante. Aucune de ces situations n'est aiguë et vitale au sens propre, mais le système nerveux ne fait pas la distinction entre une échéance de travail et un prédateur sauvage. Les signaux de menace déclenchent la même cascade de réactions. L'activation du stress est normale et nécessaire, mais le problème est la récupération insuffisante. Le système nerveux a besoin de compléter un cycle parasympathique pour désactiver complètement la réponse à la menace plutôt que de simplement la supprimer. Si cela n'est pas fait, le cortisol ne se résorbe pas complètement. La suppression continue, l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien reste activé et avec le temps, il devient hyperréactif au moindre déclencheur. L'outil de recherche qui permet de visualiser cela est la variabilité de la fréquence cardiaque VFC. La VFC mesure la variation du temps entre chaque battement de cœur. De manière contre-intuitive, une plus grande variabilité indique un système nerveux plus sain et plus adaptable. Une faible VFC signifie que le cœur bat de manière régulière, comme un robot. C'est un signe de dominance sympathique, de récupération insuffisante et d'un risque accru de maladies cardiovasculaires. Une méta-analyse de 20 et 1 an a révélé, à travers des centaines d'études, qu'une faible VFC est un prédicteur de problèmes cardiovasculaires, de dépression, d'anxiété, de mortalité toutes causes confondues et d'une fonction immunitaire altérée. C'est l'un des biomarqueurs les plus prédictifs de la santé générale, dont beaucoup de gens n'ont jamais entendu parler. Alors, qu'est-ce qui augmente la VFC ? Une respiration lente avec une longue expiration. Plus précisément, ce qu'on appelle la soupir physiologique. Une méthode de respiration consistant à inspirer 2 fois par le nez et à expirer longuement par la bouche peut rapidement modifier le fonctionnement du nerf vague et augmenter la VFC en quelques minutes. Ce n'est pas une méditation de style de vie, c'est une procédure biologique. Seulement 2 à 5 minutes de respiration avec de longues expirations suffisent à modifier de manière mesurable l'état du système nerveux. À long terme, les expositions au froid augmentent également la VFC. Un sommeil régulier et 45 minutes ou plus d'exercice aérobie à un rythme où l'on peut encore parler sont également efficaces. Tout cela reconstruit la capacité parasympathique. Les personnes qui passent du travail à l'écran, puis au sommeil, puis à nouveau au travail, sans récupération intentionnelle, vivent dans un état de dominance sympathique. Le cortisol n'est jamais complètement réinitialisé et les marqueurs inflammatoires augmentent d'année en année. Leurs organes vieillissent plus vite qu'ils ne le devraient. Le point commun à toutes ces 11 habitudes est qu'aucune d'entre elles ne semble dangereuse. C'est le point le plus important. Prendre son petit déjeuner immédiatement, rester assis à son bureau, regarder son téléphone au milieu de la nuit, boire du café au réveil, tout cela ne semble pas être une menace. Vous le percevez probablement comme faisant partie de votre routine quotidienne. Les dommages biologiques causés par ces habitudes ne se manifestent pas d'eux-mêmes. Lorsque la graisse commence à s'accumuler dans le foie, il n'y a pas de signe. Lorsque l'endothélium de vos vaisseaux se rigidifie, vous ne ressentez aucune douleur.
lorsque votre microbiome commence à évoluer vers l'inflammation, il ne vous avertit pas. Une faible VFC, des télomères raccourcis, une augmentation chronique de l'IL-6, tout cela est asymptomatique jusqu'à ce que les symptômes apparaissent. Et quand ils apparaissent, ce n'est pas le dommage d'une seule habitude, mais le résultat de dommages complexes et interconnectés qui ont miné tout le corps pendant des années. Vous n'avez pas besoin de corriger les 11 habitudes aujourd'hui. Choisissez-en 2 ou 3 qui vous interpellent, celles que vous avez discrètement reconnues en vous-même. Commencez par là. Changez un timing, modifiez une action. Envoyez à votre corps les signaux qu'il attendait. Votre corps n'est pas passif, il réagit constamment. Il est en permanence en train de se réparer, de s'ajuster, de s'adapter, mais cela ne se produit qu'en réponse aux informations que vous lui donnez. Alors, donnez-lui de meilleures informations. Pour ceux qui souhaitent approfondir les mécanismes du rythme du cortisol, de la relation cerveau-intestin ou des effets métaboliques de la perturbation de l'horloge interne, je vous invite à consulter les prochaines vidéos de ma chaîne. Chaque élément est un système et chaque système est connecté. Les faits scientifiques sont clairs. Ce que vous faites chaque jour s'accumule soit vers la santé, soit vers la maladie. Chaque jour, cela s'accumule silencieusement dans l'une ou l'autre direction. Merci de votre attention.